En ce matin d'avril où le printemps se fait attendre, l'Espagne enterre avec respect et émotion Don Juan, fils et père des derniers rois d'Espagne. Le cérémonial est imposant. Il se déroule à l'Escorial, symbole depuis le XVIe siècle de la monarchie espagnole. Don Juan, comte de Barcelone, va y reposer aux côtés de son père Alphonse XIII et un jour son fils Juan Carlos ira l'y rejoindre. Nul aujourd'hui ne conteste la couronne. Mais dans la foule qui suit ses obsèques, les plus émus sont les plus âgés. Ceux-là même qui ont connu Don Juan au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, le chef de la Maison d'Espagne n'était qu'un prétendant en exil, condamné à errer de capitale en capitale. Le pouvoir était aux mains du général Franco qui l'exerçait sans partage sur un pays épuisé. La guerre civile avait fait 1 million de morts. Pour les dirigeants des démocraties, la légalité allait aux républicains. La monarchie, en ce temps-là, semblait appartenir au passé. C'est le récit de cet extraordinaire retournement de l'histoire et de la naissance d'un roi que nous vous proposons aujourd'hui. « 1945, tous les régimes fascistes ont été effacés de la surface de l'Europe. À la même époque, Francisco Franco, caudillo d'Espagne, organise de grandes manifestations de soutien populaire destinées à affirmer la continuité de son pouvoir. Pendant la guerre, il a été assez habile pour maintenir son pays à l'écart d'un engagement direct aux côtés d'Hitler et de Mussolini. Il tente de donner un côté bonhomme à sa dictature. Aujourd'hui, l'Espagne préfère jeter un voile pudique sur la tragédie de la guerre civile. Mais en 1945, les blessures saignent encore. La famine règne sur une partie du pays. 500 000 républicains se sont réfugiés en France. Il y a 200 000 détenus dans les prisons du régime. Franco, c'est un produit très typique de l'Espagne. Quelqu'un de très médiocre intellectuellement. Un bon militaire, formé dans l'école de l'armée espagnole du XXe siècle, qui est les guerres coloniales, la guerre du Maroc, la guerre du Rif. C'est là où il a été formé. Commandant de la Légion étrangère, et donc, semble-t-il, les preuves historiques en abondent, un chef courageux, quelqu'un qui compense par un grand courage des défauts physiques, enfin, une petite taille, enfin une voix efféminée, enfin des choses qui sont en priori peu militaires, disons, dans la tradition d'opérette militaire, et qui compense par un grand courage physique, une certaine science de la guerre coloniale, pas plus. Une idéologie très évidemment de connexion fasciste de l'Europe, mais il a une connexion très paternaliste, très autoritaire, militaire et antilibérale de fond, une conception très antilibérale et très antidémocratique. Je crois que c'est un homme qui ne sera jugé en justice que dans 30 ou 40 ans. Et j'ai toujours dit, le jugement final ne sera pas négatif. La famille royale s'est installée à Rome peu après les élections de 1931 qui ont chassé le roi Alphonse XIII. C'est là que le petit Juan Carlos voit le jour en 1938. Son père, Don Juan, croit à la victoire des Alliés. Il ne veut pas être associé à Mussolini. Il emmène sa famille en Suisse. À la fin de la guerre, Don Juan, qui a pris le titre de comte de Barcelone, profite de l'affaiblissement politique du caudillo pour se rapprocher de son pays. Il s'installe près de Lisbonne, à la villa Giralda, qui va devenir pour les monarchistes un lieu de pèlerinage. En 1945, les Alliés ont condamné l'Espagne franquiste. En 1946, les Nations Unies demandent le rappel de tous les ambassadeurs. La France a déjà fermé sa frontière. Don Juan apparaît comme un recours. La position de Don Juan de Borbón à partir de 1945, c'est une position nettement démocratique et libérale de faire une libéralisation, démocratisation de l'Espagne. Et il s'est entouré de conseillers qui étaient moins l'aristocratie traditionnelle, enfermée dans les rituels de la cour, même en exil, mais des gens plus ouverts à la société,
plus connaisseur de la véritable Espagne. Don Juan de Borbón, il ouvre les portes de Villa Giralda à tous les Espagnols qui voulaient l'exercer. C'est dans l'époque, un groupe, je répète, de jeunes Espagnols intéressés pour la question politique, qui nous avons été reçus sans aucune difficulté pour le roi. Le 10 mars 1945 à Lausanne, Don Juan avait défini dans un manifeste les principes de la monarchie restaurée. Suffrage universel, amnistie des détenus politiques, redistribution des richesses. En somme, une monarchie constitutionnelle et sociale. La proclamation est censurée par Franco, mais elle circule sous le manteau et enchante les royalistes. Un rayon de lumière qui m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait des autres chemins pour le peuple européen, pour le peuple espagnol, et que pour cela, c'est dans les figures de Don Juan de Borbón qu'un groupe de jeunes démocrates, nous avons cru, nous avons commencé à travailler. Il pensait que la dictature, le régime autoritaire de Franco, pour être plus précis, ne pouvait pas durer très longtemps après la chute des puissances de l'Axe. Et alors il proposait aux Espagnols une démocratie, un régime parlementaire et une monarchie parlementaire. Il y a eu le moment très délicat de la rupture des relations diplomatiques après la fin de la guerre mondiale. Et ce moment, il y a eu un manifeste fait à Lausanne par des conseillers qui, peut-être, ont pris des risques, mais en même temps pensaient que c'était une solution possible en cas d'une intervention des Alliés en Espagne. Je crois qu'à ce moment-là, les relations se sont tendues. Menacé par les Alliés, Franco trouve la parade. Il fait adopter par référendum le principe de la monarchie. Une monarchie sans roi. Il en sera bien sûr le régent. Il était un monarchiste convaincu. Il était un conservateur. Mais c'était en même temps un homme qui n'a jamais joué le totalitarisme, la dictature totale, foncière. C'est un homme d'idéologie. Franco, il était un monarchiste très atypique, c'est-à-dire il est un monarchiste de lui-même. Et après sa mort, peut-être la monarchie. Une des premières mesures qu'il a prises encore pendant la guerre civile espagnole, c'était de rétablir le drapeau de la monarchie. C'est symbolique, mais ça, je crois que c'est important. Après, il a aussi adopté comme hymne national ce que nous appelons la marche réelle, la marche royale. La méfiance entre Franco et Don Juan, de part et d'autre, n'était pas encore vive. Elle était naissante, mais j'ai vu après cette méfiance s'accroître énormément. Alors à ce temps-là, il y avait encore, je pense, de la part du comte de Barcelone, l'espoir d'une transition. Le mot n'était pas à ce temps-là encore utilisé, mais pardonnez-moi, c'est anacronisme, d'une transition pacifique, parce qu'il pensait qu'il pouvait convaincre Franco de laisser le pouvoir, de rétablir l'ordre démocratique et parlementaire d'Espagne. Août 1948. Le général Franco coule des jours heureux à bord de son yacht l'Azor. Le vent de l'histoire a tourné. L'Europe est coupée en deux par le rideau de fer. Les Américains cherchent des alliés et ils ont besoin de lui. Il conseille à Don Juan de le rencontrer. Le 25 août, le prétendant ancre son voilier aux côtés du grand yacht de Franco et va à la rencontre du général. Les deux hommes concluent un pacte. Le petit prince sera éduqué en Espagne sous leur direction conjointe. Don Juan est contraint d'admettre que Franco est là pour longtemps. Le prince Don Juan, il était un prince, l'héritier de la couronne espagnole, qu'il avait quitté l'Espagne quand il avait 18 ans. Son fils, il n'avait jamais mis les pieds sur la péninsule, ou sur l'Espagne. Il était au Portugal les dernières années. Alors, si Don Juan il savait bien
que si Don Juan Carlos n'était pas élevé comme un garçon espagnol, parmi les Espagnols, dans l'ambiance espagnole, il pouvait être un étranger dans sa patrie. Et si l'héritier de l'héritier, était un étranger dans sa patrie, alors la monarchie était finie. Il réagit pas seulement politiquement, mais aussi comme père. Il n'a pas voulu pour son fils une éducation dans un pays étranger. Il a voulu que le fils soit éduqué en Espagne avec des amis espagnols, dans un collège espagnol, même dans l'université espagnole. Et là, il a vu très clair. Alors, seulement avec une certaine résistance, on a accepté la préparation du fils qui venait en Espagne parce que son père, sans doute, était convaincu à ce moment-là qu'il ne serait pas roi dans un temps court. Alors je me souviens d'avoir, avec certains regrets, vu cette solution. Quelques mois plus tard, un petit garçon blond débarque du Lusitania Express. Il aura bientôt 11 ans. Il porte le titre de prince des Asturies, réservé à l'héritier de la couronne, mais il parle mieux français qu'espagnol. Ce même jour, on enterre à Madrid un étudiant monarchiste, mort entre les mains de la police franquiste. Dans une ferme transformée en école, le jeune Juan Carlos sera élevé en compagnie de 8 camarades. Un seul n'est pas noble, José Luis Leal. 30 ans plus tard, il sera l'un de ses ministres. Les accords auxquels s'étaient arrivés les pères du roi, Don Juan, avec Franco, prévoyaient la possibilité pour son fils de se former en Espagne entouré de jeunes espagnols. Et c'est grâce à ça que ça a été organisé, ces études dans cette ferme dans laquelle on était interne et il y avait quelques professeurs qui vivaient avec nous et d'autres qui venaient de Madrid. Jamais on l'appelait Altesse, on s'appelait par nos noms. C'était ça, je crois que c'était une bonne idée parce que c'est ça qui a créé une sensation et une réalité de camaraderie dès le départ. Je garde un souvenir d'un garçon comme les autres, en fait gai, et très sportif toujours, en tout cas beaucoup plus que moi. Et un garçon tout à fait normal. Dans les premières années, Juan Carlos est un écolier turbulent. Ses notes le situent juste au-dessus de la moyenne. Mais il progresse et, en juin 54, il obtient son baccalauréat avec la mention bien. Don Juan, après avoir hésité, a accepté à la demande de Franco de laisser son fils accomplir ses études militaires en Espagne. Le 15 décembre 1955, Juan Carlos prête serment au drapeau. Le même jour, l'Espagne sort définitivement de son isolement. Elle est admise à l'ONU. Le jeune prince passe 2 ans à l'Académie militaire de Saragosse, 1 an à l'école navale et 1 an à l'école de l'air. Juan Carlos sera ainsi en 4 ans diplômé des 3 armes. Son éducation est une affaire d'État. Franco fait tout ce qu'il peut pour qu'il échappe à son père. Pour certains, le jeune prince est devenu l'otage du régime. Après ça, il a fait aussi des études universitaires. Il a été même étudiant dans mon cours à l'université de Madrid. Il était un bon étudiant, mais c'était un cours très nombreux d'étudiants. Il n'était pas au premier rang de l'amphithéâtre, mais pas aussi au dernier rang. Il était parmi les autres. Il changeait de place d'un jour à l'autre. Et je garde son examen écrit et les notes qu'il prenait de mon cours. En 1961, à l'âge de 23 ans, Juan Carlos effectue son premier geste d'indépendance. Sans en référer à Franco, il annonce ses fiançailles avec la princesse Sophie de Grèce. Le mariage a lieu à Athènes le 14 mai 62 en présence de toutes les têtes couronnées d'Europe. Mais Franco n'est pas là. On célèbre 2 cérémonies, d'abord à la cathédrale catholique, puis à la basilique orthodoxe.
Athènes a été envahie par des milliers de monarchistes espagnols, y compris par ceux qui vivent en exil. C'est la grande fête des Bourbons d'Espagne. Juan Carlos a terminé son éducation de prince. Il s'est marié. Dès lors, une question se pose. Doit-il retourner au Portugal comme son père le souhaite ou rester en Espagne? Rester, c'est accepter d'apparaître dans l'ombre du général Franco au cours des cérémonies officielles et ici même, dans cette salle du trône où son grand-père Alphonse XIII régnait 30 ans auparavant. Rester, c'est cautionner le régime et risquer d'y perdre son âme. Mais partir, c'est ouvrir la voie à un autre prétendant. Au mois de mai 62, Juan Carlos choisit de rester. C'était la position la plus difficile pour un prince. Il était envoyé par son père, ça veut dire envoyé par la dynastie, pour être prince en Espagne, où il n'y avait pas de monarchie. Il y avait un dictateur avec lequel il ne pouvait pas se compromettre, mais avec lequel il devait garder une position de bonnes relations. Ça a été très très difficile, parce qu'il avait une grande responsabilité, parce qu'il était tiraillé entre un monde, disons, démocratique, un monde ouvert, et parce qu'il vivait la réalité différente d'un monde fermé. Et je pense que dès le début, il a assumé ce rôle en fonction d'une idée qui est propre des personnes qui ont été formées à une responsabilité historique, comme c'est le cas des rois ou des princes qui ont été formés pour être roi. Il est évident que l'éducation qu'il a reçue, je ne pense pas à l'éducation que Franco lui a fait avoir dans toutes les académies militaires, l'éducation, celle qui se fait dans la famille, dans les conversations qu'on entend dès l'enfance, il est évident que là, ça lui joue un rôle important. Pour l'Espagne, les années 60 sont celles du bouleversement économique. Un groupe de technocrates, membres de l'influente et mystérieuse Opus Dei, à la tête desquels se trouve López Rodó, abat les vieilles structures de l'époque fasciste et lance le pays dans la compétition internationale. La production augmente de 8% par an. Le revenu des Espagnols quadruple en 10 ans. Le pays s'ouvre au tourisme. Français, Allemands, Britanniques se précipitent vers le sable et le soleil à bon marché, oubliant le temps des vacances, que ce pays a été pestiféré et qu'on y exécute encore des prisonniers politiques. On fête, on commémore, le système politique est complètement verrouillé, c'est-à-dire qu'il y a un parti unique qui s'appuie sur un syndicat unique, qui est le syndicat gouvernemental. Oui, il y a encore quelques traces. Les grands d'Espagne ont toujours un statut à part. Les rois étrangers découronnés ont un passeport diplomatique et le droit de conserver une sorte de cabinet, enfin de train de vie particulier. Ça, c'est les coups de chapeau au passé. Mais en fait, l'Espagne a changé. Depuis le début peut-être des années 60, ou en tout cas depuis le milieu des années 60, Franco intervenait beaucoup moins dans le jour au jour qu'il avait coutume de le faire après la guerre ou pendant les années 50. Donc, il avait confié la gestion des affaires économiques à un groupe de technocrates qui avait fait une politique économique qui était exactement la contraire dans laquelle il avait cru pendant de très longues années. Il croyait à l'autarcie, au fait que l'Espagne pouvait vivre avec les frontières fermées, à une certaine forme de redistribution sociale. Eh bien, ces technocrates, ils ont fait exactement le contraire. Ils ont ouvert les pays, et ils ont diminué les droits de douane, ils ont fini avec ces rêves autarciques qui avaient coûté très très cher. Et Franco, il a très bien vécu avec ça. La période du développement économique a fait apparaître en Espagne une large classe moyenne. C'est un facteur de stabilité. Sans cette classe moyenne, alors le danger d'une révolution est évident. L'Espagne de 1975 n'a rien à voir
avec l'Espagne de 1931, l'année de la chute de la monarchie. L'Église a été étroitement liée au régime. C'est en son nom que l'armée a mené la guerre civile. En 1953, le Vatican a offert un premier succès au général Franco en concluant avec lui un concordat. Mais avec l'évolution du temps, les relations sont devenues un peu moins intimes. Les relations personnelles de Franco avec la plupart des évêques étaient plus que cordiales. Franco lui-même était jugé par eux comme un catholique sincère, et très honnête, qui faisait son possible pour aider l'Église espagnole. Et de fait, la politique de Franco était officiellement favorable, entre guillemets, à l'Église d'Espagne. Et pourtant, le régime du général Franco, les relations avec ses ministres, et en particulier certaines lois qui limitaient totalement ou interdisaient l'exercice des droits de l'homme, suscitaient de la part des évêques une grande méfiance. Le 8 février 68 a lieu le baptême de l'infant Felipe, le fils de Juan Carlos et de Sophie. Don Juan, son grand-père, est le parrain. C'est la première fois qu'il retourne à Madrid depuis la chute de la monarchie. Mais Franco ne lui accorde pas même un entretien. Sa chance est passée. Plusieurs ministres ont déjà lancé l'opération Saumon. Il s'agit de ferrer puis de fatiguer le vieux général jusqu'à ce qu'il accepte de désigner Juan Carlos comme son successeur. C'est l'almirant Carrero Blanco qui lui dit « Mon général, c'est déjà nécessaire faire la désignation de l'héritier de la couronne, parce qu'en notre cas, on ne sait pas ce que deviendra en Espagne. Pour venir un coup d'État militaire, pour venir une révolution du sens de gauche, enfin, et la seule façon d'une évolution pacifique et sans trouble, c'est de savoir exactement qui serait le futur roi de l'Espagne. Au palais du Prado, le 12 juillet 69, Franco reçoit dans son bureau une nouvelle fois Juan Carlos. Et il lui annonce « J'ai décidé de faire de vous mon successeur à titre de roi le 23 juillet. » Juan Carlos tente de gagner du temps. Il voudrait au moins prévenir son père. Mais Franco revient à la charge. « Altesse, quelle est votre décision ?» Juan Carlos n'a dès lors plus la possibilité ni au fond l'envie de temporiser. Et si Franco revenait sur sa décision? Alors il répond « D'accord, mon général, j'accepte ». Le caudillo vient de désigner le futur roi d'Espagne. 10 jours plus tard, Franco se rend au Cortés pour annoncer sa décision. Así pues, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen. Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, a título del rey, para en su día el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Se suspende la sesión, que se reanudará a las 19 horas del día de mañana. Le lendemain, Juan Carlos signe son acceptation. Il est soucieux. Son père se sent trahi. Il lui retire le titre de prince des Asturies, qui est celui des héritiers de la dynastie. Franco jubile. Don Juan est écarté. Juan, il a dit, c'est moi le fils d'Alphonse XIII. Hein? Et alors, voilà, mon fils occupe ma place. Hein? Sans mon approbation. Le lendemain 23 juillet, Juan Carlos prête devant les Cortés un serment qu'il respectera à sa façon, celui d'appliquer les principes du mouvement franquiste. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hicierais, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.
Mais le régime et le général vieillissent. En juin 1973, Franco accepte pour la première fois que soit nommé un chef de gouvernement. Il s'agit de son vieux compagnon d'armes, l'amiral Carrero Blanco. Ce dernier ne gouvernera pas 6 mois. Le 20 décembre, à 9 h du matin, alors qu'il revient de sa messe quotidienne, sa Dodge noire est projetée par une explosion d'une violence inouïe à 20 mètres de hauteur. C'est le premier des grands attentats de l'organisation terroriste basque ETA. Ce n'est que le début d'une longue série d'assassinats. Les ultras de l'entourage de Franco provoquent l'escalade de la répression au Pays basque. L'Espagne semble retrouver ses vieux démons. Mais cette fois, la peur a disparu. Les étudiants manifestent. Les commissions ouvrières déclenchent des grèves très suivies. Les mouvements d'opposition se réveillent et commencent à s'organiser. C'est l'acte de résistance contre le franquisme qui a permis, qui a obligé même certains franquistes à évoluer vers autre chose. Et c'est cette résistance espagnole au franquisme qui n'a pas été un succès dans la mesure où on n'a pas renversé le régime, mais qui était constante, qui était permanente, qui a fait que les intellectuels, l'immense majorité d'entre eux, poètes, écrivains, cinéastes, ont été libéraux, démocrates, de gauche ou pas de gauche, mais antifranquistes. Et c'est cette résistance-là, c'est l'acte fondateur de tout ce qui est venu ensuite. Il y a un groupement divers, c'est-à-dire l'opposition démocratique s'est très fractionnée parce que les partis historiques, moins les partis communistes, ils sont réellement disparus. Ce sont 40 années de franquisme, c'est la dictature la plus longue de l'Espagne. Pour première fois après la guerre civile, on se réunit, les socialistes, les monarchistes, les démocrates, les libéraux, et tous ensemble, on a décidé la formule pour faire la transition de l'Espagne totalitaire à l'Espagne démocratique. Quand le général Franco commença à être vraiment malade, le cardinal Tarancón passa près d'1 heure à son chevet pour lui expliquer que le moment était venu et que la transition vers la démocratie devait se faire du vivant du général Franco. La famille de Franco, les nostalgiques du fascisme, le bunker du régime se déchaînent. Leurs manifestations traduisent leur inquiétude. En juillet 1975, Franco est hospitalisé. Le 2 octobre, le caudillo, provisoirement rétabli, trouve la force d'apparaître une dernière fois au balcon du Palais d'Orient. Juan Carlos est à son côté, gêné, mal à l'aise. Mais le régime et son chef sont entrés en agonie. Et pendant l'agonie de Franco, tous les boulons ont été serrés, vous voyez, par les dignitaires du régime. Il y a une blague qu'on appelle un chiste en espagnol, c'est l'équivalent de nos bien bonnes, qui est que pendant un conseil des ministres, Franco il est très malade, il a des tuyaux partout, on le maintient pratiquement en vie artificielle, il y a quelqu'un qui vient dire au président du conseil, parlant très bas, quelque chose. Et le président du conseil, Arias Navarro, devient tout blanc, il dit, messieurs, épouvantable nouvelle, le général Franco vient de mourir. Et tous les hiérarques, tous les ministres qui sont là sont consternés. Et il y en a un qui dit, oui, mais le plus dur reste à faire. Qui va aller le lui annoncer? Francisco Franco rend le dernier souffle le 20 novembre 1975. Pendant près d'1 mois, l'Espagne a suivi jour après jour une agonie atroce. Bien des Madrilènes, qui ne sont pas franquistes, défileront devant la dépouille embaumée du dictateur au Palais d'Orient, ou bien assisteront à son inhumation dans la cathédrale de la vallée de Los Caídos, où reposent les victimes de la guerre civile. La disparition de celui qui a dominé l'Espagne pendant près de 40 ans place tout un peuple en état de choc. Juan Carlos mène les obsèques, désormais il est seul face à l'Espagne. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I.
señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva España! Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa que hemos de recorrer juntos se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo. ¡Viva España! ¡Viva! Le 27 novembre 1975, Juan Carlos reçoit à l'occasion d'une messe solennelle les représentants de 70 nations. 5 jours plus tôt, pour son intronisation officielle, l'Europe démocratique l'avait boudé. Le général Pinochet émergeait du lot des invités. Cette fois, le prince Philippe d'Édimbourg et Valéry Giscard d'Estaing le remplacent. Juan Carlos peut savourer pleinement son succès. Son père, le comte de Barcelone, lui a fait savoir par un émissaire discret que le jour venu, une fois la démocratie formellement rétablie, il abdiquera et remettra entre ses mains la légitimité dynastique. C'est l'esprit apaisé que Juan Carlos reçoit dans la salle du trône, l'allégeance des grands d'Espagne et des dignitaires du régime. Et ce jour-là, quand il apparaît au balcon du Palais d'Orient, enfin seul aux côtés de la reine Sophie, il peut regarder son peuple en face. Pourtant, si Franco n'est plus là, ses fidèles entourent encore le jeune roi. Le dictateur, avant de partir, n'a-t-il pas dit « Tout est attaché » et bien attaché. Tous les experts, toute la presse, tous les diplomates, quand il prend le pouvoir, enfin comme roi, considèrent qu'il n'a aucune chance. Il faut relire les textes de l'époque, il faut entendre ce qu'on pouvait écouter. D'abord, il est une marionnette, inventée par Franco, parce que ça plaisait à Franco d'avoir un roi comme successeur, ça flattait sa vanité, et puis l'Espagne n'en veut pas. Au fond, elle n'est pas monarchiste. Et puis, si quelque chose bouge, ce sera la guerre civile. Ce sera le processus infernal. Donc, tous les experts, les bonnes têtes de tous les Quai d'Orsay du monde entier disent soit il ne se passera rien, ce qui est le plus vraisemblable, ça a été ficelé, soit il se passe quelque chose, c'est le drame. À ce moment-là, j'ai pensé que Don Juan Carlos n'était pas intelligent, d'abord. C'est tout ce qu'on nous disait de la part des gens qui habitaient l'Espagne. Et d'un autre côté, j'ai pensé que Don Juan Carlos était un homme de Franco. C'est Franco qui l'avait placé là où il était, et nous n'avions pas aucun espoir précis, aucune illusion sur la possibilité que Juan Carlos joue un rôle positif. Et à l'époque, mes amis me demandaient qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que le prince est un démocrate? Est-ce que ça va être la continuation de Franco? À l'époque, il y avait même des blagues diffusées toujours par la Phalange, qui était toujours contre la monarchie. Et moi, je leur disais toujours la même chose, il sera un roi démocrate. Il a pris ça dans sa maison, il a pris ça de son père, et il le sera. Par prudence, Juan Carlos conserve d'abord le dernier chef du gouvernement de Franco, Carlos Arias Navarro. Mais celui-ci doit sacrifier plusieurs des membres de la vieille garde. Et le roi place à la tête du mouvement national un jeune ministre, Adolfo Suárez, qui en fait est chargé de démanteler l'appareil franquiste. Pendant quelque temps, il y a un certain nombre de mesures qui semblent infimes, de petites choses, à l'intérieur des institutions franquistes. Et très vite, on voit que ça débouche sur un changement radical. Et les hommes dont ils s'entourent. Alors il y a évidemment des étapes, des moments. La nomination d'Adolfo Suárez comme chef de gouvernement, comme Premier ministre.
c'est un signe évident, parce que c'est quelqu'un qui vient du passé, qui a eu des postes même importants dans le régime franquiste, mais qui est quelqu'un qui est déjà délié, qui est autre chose. Adolfo Suárez devient Premier ministre 6 mois plus tard. Il va mener à la hussarde la démocratisation du pays. En l'espace d'un mois, il annonce l'amnistie de tous les délits politiques, un référendum constitutionnel et les premières élections pluralistes et démocratiques. Le roi lui accorde une confiance totale. L'homme qu'il appelle, c'est un homme jeune qui vient du petit peuple, qui n'a pas eu du grand pouvoir sous le franquisme, qui est loyal au roi, qui connaît le roi depuis longtemps. À ce moment-là, Suárez a fait des discours, je pense, dans les cortèges franquistes, qui étaient des discours d'un démocrate. C'était pas un fasciste qui parlait. Et j'imaginais qu'il ne pouvait pas faire ce discours si Don Juan Carlos n'était pas d'accord. Alors j'ai commencé à penser que peut-être Don Juan Carlos avait une position différente à celle que j'imaginais. Évidemment, il fallait donner une amnistie, il fallait supprimer tous les tribunaux d'ordre public qui étaient là pour la répression, il fallait faire un consensus et reconnaître les autonomies historiques de ces pays, il fallait faire des tas de choses, et moi c'est vrai, je le connaissais, mais j'avais des doutes, pas sur le président Suárez, mais des doutes et des forts doutes que la droite espagnole lui laisse faire tout cela. En pleine Semaine sainte, le 9 avril 1977, la nouvelle éclate comme un coup de tonnerre. Le Parti communiste est légalisé. À fur et à mesure que la transition avançait, Don Juan Carlos et les réformistes du régime se sont rendus compte que la légalisation du Parti communiste était vraiment les tests qui montreraient si ou non en Espagne on établissait un système démocratique. Il a inséré le PC dans la démocratie et du coup il l'a obligé à voir la réalité en face et à abandonner une bonne partie de sa stratégie et à accepter l'institution démocratique en cours et accepter le rôle, son rôle dans une assemblée constituante et accepter le drapeau espagnol et accepter cela qui était décisif. On avait peur qu'après 40 ans de régime autoritaire de droite, le Parti communiste reviendrait avec un pouvoir électoral énorme, comme était un peu le cas de l'Italie. Sur ce point, nous sommes trompés énormément, nous tous. Et les résultats ont démontré que le Parti communiste n'avait pas beaucoup de voix en Espagne. Il a obtenu 23 sièges de 350. Et tout le monde a dit, mais écoutez, mais on avait peur de fantômes. Mais en tout cas, je dois dire que cette délégation a bien marché, je le reconnais moi-même. Mais ces doutes à ce moment étaient très importants parce qu'il y avait des secteurs, surtout dans l'armée, qui pouvaient faire des difficultés et qui ne les ont pas faites, il faut le dire. Pour une partie de l'opinion, il s'agit d'un véritable sacrilège. L'ambassadeur de France est interpellé par une aristocrate, la duchesse d'Albe. Cette dame très sympathique m'avait un jour invité à dîner et elle m'avait dit « c'est le drame. Pour l'Espagne, c'est un drame historique, le roi est communiste. » N'importe quoi, elle me dit « si, il est communiste. » Je le sais. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Et elle me dit « est-ce que tu es prêt à jurer que le roi n'est pas communiste ?» Je dis « oui, ça je suis prêt à jurer que le roi n'est pas communiste. » Alors elle appelle son maître d'hôtel. Elle lui dit apporter tout de suite une Bible, n'est-ce pas, les Saints Évangiles, et puis aussi un cierge, oui, ou une bougie. Enfin, il faut une lumière allumée quand on jure comme ça, de façon tout à fait sacrée. Il faut les textes saints et une bougie. Alors, le maître d'hôtel apporte tout ça, et elle me dit maintenant, est-ce que tu vas oser jurer sur les Évangiles que le roi n'est pas communiste? Je jure.
reconnais, je jure, qu'il n'est pas communiste. Et elle dit, après, quand j'ai fini, elle dit, ça prouve rien. Tu es français et tous les Français sont communistes. De ce petit palais de la Zarzuela, cadeau de mariage du général Franco, partent toutes les réformes. En 1977, Juan Carlos met en marche la démocratisation de l'Espagne que son père Don Juan appelait de ses voeux dès 1945. La légitimité monarchique a été incarnée par Don Juan. Il a conservé ça, toujours. Et un des actes peut-être les plus importants, du point de vue symbolique en tout cas, et peut-être plus que symbolique, ça a été le moment où Don Juan, quand il a vu que la démocratie allait s'installer en Espagne et que c'était irréversible, à ce moment il a cédé ses droits dynastiques à Don Juan Carlos. Et je crois qu'une transition comme celle qu'il y a en Espagne n'aurait pu avoir lieu ni sans Don Juan, ni sans Juan Carlos, ni sans l'actuel roi. Et chacun a eu un rôle dévolu par l'histoire et chacun a joué son rôle, je crois, d'une façon exemplaire. Alors à ce moment, il a dit, bien, tu vas voir le fils d'Alphonse XIII, le petit-fils de Charles Quint, comme un militaire, un marin, je dirais, à vos ordres, majesté. A vos ordres, majesté. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. Viva España, viva el rey. Je ne pense pas qu'il l'ait fait de très bon cœur, il s'efface pour des raisons politiques. Le fils accepte que son père s'efface. Là, il y a un jeu à deux personnes qui sont des hommes avant d'être des princes et des rois en puissance. C'est un jeu qu'il faut respecter, enfin, un jeu lourd, enfin, de signification. D'une certaine façon, il prend la place du père. Avec le consentement, avec l'accord du père, mais il prend sa place quand même. Là, il y a quelque chose d'assez troublant, d'assez fort, mais qui est du domaine de l'intimité. N'y rentrons pas. Un mois plus tard, les premières élections démocratiques voient le triomphe du parti centriste de Suarez. En 1978, par référendum, l'Espagne devient une monarchie parlementaire. Le roi a bien manœuvré, mais d'autres épreuves se profilent. Il va lui falloir montrer tous ses talents. Il est un homme assez cultivé. Il est un homme qui a un flair pour connaître les hommes, pour connaître les gens. Il a une énorme expérience. Je dirais que ce serait il est en tout cas, il est l'espagnol qui a parlé avec plus d'espagnol, même avant de devenir roi. Il est ouvert, il écoute, il a un sens des réalités. Il a le flair politique des Bourbons, si je me permets de dire ça. On peut se permettre de dire ça. Les Bourbons français et espagnols aujourd'hui, depuis des siècles, ont un sens, un flair politique, un flair de la situation. Ils savent, je sais pas, humer le rapport de force, la vérité des choses. Il a ce sens-là. Et je crois qu'il a et c'est ça le côté le plus positif, il a une conviction profondément enracinée sur son rôle et sur le rôle de la démocratie, sur l'articulation entre monarchie et démocratie. Mais peu à peu, la situation se dégrade. Les autonomistes haussent le ton. Le roi lui-même n'est pas épargné. Au cours d'un voyage au Pays Basque, il est chahuté, apostrophé en plein Parlement. L'autorité du gouvernement Suarez s'effondre. Pour la droite et l'armée, l'unité du pays, ultime principe de Franco, est désormais en danger. Il y a eu toute une série de rumeurs, de coups d'État possibles, d'involutions. C'était un moment où le terrorisme basque était vraiment beaucoup plus efficace dans sa façon mortifère d'agir qu'aujourd'hui. Il y a vraiment une déstabilisation possible visant les chefs de l'armée pour provoquer une réaction brutale de l'armée. Il y avait des petits groupes militaires qui parlaient peut-être trop entre eux. Et j'ai entendu un jour dire à un militaire que je connaissais très bien,
il y a l'inquiétude dans les casernes, les salles d'officiers, les salles de drapeau, comme on les appelle. On discute, etc., on bavarde. Et moi, je te dis, il m'a dit à moi-même, toi tu es civil, mais je te dis que si un colonel part avec son régiment, tous les autres vont le rejoindre. Le 23 février 81, en plein débat d'investiture du gouvernement Calvo-Sotelo, Terrero, un lieutenant-colonel de la garde civile, s'empare des Cortes à la tête de 288 hommes. Mon souvenir me dit qu'il y a eu quelques minutes dramatiques, mais que très vite, la situation est devenue grotesque. Pendant de longues heures, ministres et parlementaires vont rester prisonniers des mutins. Certes, le comportement des putschistes est incertain, mais c'est qu'ils attendent de l'extérieur une aide décisive. J'étais convaincu que si les coups triomphaient à Madrid, il n'y aurait pas une unité militaire capable de faire face au soulevé. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, où le roi tient à sa place, ou tu es fini, mon ami. Le commandant de la région de Valence, le général Milans del Bosch, ne veut rien entendre. Ses chars sont dans les rues. Les rebelles sont très déterminés. Ante los hechos del 23 de febrero, yo actúo por impulso y ante la situación política que se vivía en ese momento en España. Lo que pasa es que hay que tener ideas que valgan la pena morir. No se puede morir precisamente por una camelia. Ahora, por una idea elevada, por un servicio a Dios o a la sociedad, claro que se puede morir. Y se muere con alegría, además. Y lo digo de verdad, ¿eh? No crea que es una broma. À Madrid, des éléments de la redoutable division Brunete sont sortis de leur caserne. 3 escadrons ont envahi la télévision et plusieurs radios. Les mutins se réclament du roi. Il est donc urgent de dissiper toute confusion. Une équipe de télévision parvient jusqu'au palais royal où Juan Carlos se présente en grand uniforme. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso. Quand il enregistre son discours aux forces armées et au pays, Juan Carlos sait qu'il a déjà gagné la partie. Les chefs des régions militaires ont répondu l'un après l'autre à son appel, souvent à contre-cœur, mais la discipline l'a emporté. Les éléments de la division Brunete ont regagné leur caserne et la télévision est dégagée. Quelques instants auparavant, le roi a appelé son père à Estoril pour le rassurer. Il est 1h23. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. À Valence, Milans del Bosch renonce enfin et fait rentrer ses chars. Au Cortés, Terrero négocie sa reddition contre l'impunité accordée aux simples soldats qu'il a entraînés dans sa folle aventure. Au lendemain du putsch, le roi convoque les chefs des principaux partis politiques dans la salle des audiences de son palais. Il y a dans l'air une atmosphère de soulagement mêlée d'allégresse, mais aussi de beaucoup d'émotions. Nous étions tous assez contents d'être en vie, parce qu'on avait pensé que la chose finirait d'une autre façon. Et le roi, dans ces rencontres, nous a dit, en résumé, cette fois-ci, j'ai pu arrêter les coups. Mais la prochaine fois, c'est vous-même qui devez l'arrêter. Ou l'éviter. Mais notre roi
il a gagné son trône comme le roi du Moyen-Âge. Parce que la nuit du 23 février, l'autorité est tenue. Il a joué une fois de plus son rôle de moteur de la démocratie. Et je crois que ça a été un moment très important, puisque c'est-à-dire notre système est un système démocratique. Il n'y a d'autre pouvoir que le pouvoir élu par le peuple, et l'armée doit se plier à ce pouvoir. Et je crois que c'était le message de la nuit du 21-23 février. Ce jour-là, Juan Carlos a légitimé la monarchie. Il a conquis la sympathie et l'appui de l'immense majorité des Espagnols. Et c'est pour ça qu'on peut dire, on le dit, que les Espagnols ne sont pas exactement monarchistes, sont juancarlistes. Dans quelques instants, va savoir. Êtes-vous fait pour faire fortune? Réponse sur Minitel, 3617 milliards. Howard Hawks nous met devant un choix embarrassant. Entre la blonde Marilyn et la brune Jane Russell, nos cœurs balancent. Laissez-vous chavirer. Place aux séductrices, les hommes préfèrent les blondes. Lundi 13h30 sur la 5e.
Un petit problème. Il y a un petit problème de gasoil, on dirait. Tu l'as vu? D'accord, bon. Ah ouais. Ah, c'est dommage. Comme si le filtre à gasoil était sale, en fait. C'est ce que ça veut dire. On a poussé